Ce module couvrira le diagnostic et le traitement des parasitoses chez les amphibiens. Ce module est à l'intention des vétérinaires et des techniciens vétérinaires. Bien que l'information qu'on y présente puisse être utile au personnel non médical, la pratique et l'exécution des procédures et techniques décrites ici sont réservées aux vétérinaires licenciés seulement. Il existe plusieurs méthodes différentes pour détecter la présence d'endoparasites, mais cette présentation adressera celles qui sont les plus communes et simples: l'analyse fécale directe au microscope de phase et la flottaison fécale au microscope standard. L'analyse fécale directe est particulièrement utile à la détection des parasites protozoaires. Cette technique consiste à ajouter une ou quelques gouttes de saline au spécimen fécal monté sur une lame de microscope, tel démontré ici. Le bout d'un bâtonnet en bois est plongé dans le spécimen fécal de façon à éviter les agrégats. De la saline est utilisée. Une goutte est placée sur une lame propre. On mélange le matériel fécal sur le bout du bâtonnet avec de la saline sur la lame. On place une lamelle sur le tout et on examine au microscope de phase sous un objectif de 20 ou 40. Le microscope de phase prodigue une couleur bleuâtre à l'échantillon, permettant une meilleure visualisation de protozoaires tels les amibes, les ciliés et les flagellés. Si un microscope de phase n'est pas disponible, un microscope standard peut être utilisé, mais il faut diminuer la lumière de fond et abaisser le condensateur pour mieux voir ces organismes. L'analyse directe est utile pour rechercher les protozoaires comme les amibes, les ciliés, les flagellés et les cryptosporidies. De plus, les champignons filamenteux et les levures sont parfois observés. On peut aussi parfois identifier des globules sanguins et des bactéries. Lorsque l'on tente d'identifier des parasites ou des œufs de parasites, on peut suivre les conseils suivants. Identifier les caractéristiques du parasite comme la présence ou l'absence d'une paroi cellulaire, l'épaisseur de la paroi et les structures internes. Notez que la majorité des parasites ont une apparence et grosseur uniforme. Si vous voyez des structures démontrant une variation dramatique de grosseur ou de forme, il est moins probable que ces structures soient des parasites. La grosseur est critique à l'identification des parasites. Un outil de mesure est présent dans l'objectif ou le viseur de la majorité des microscopes, mais il est aussi possible de comparer la grosseur des parasites aux structures qui vous sont un peu mieux familières. Il est utile de toujours utiliser le ou les mêmes objectifs de façon à se familiariser avec l'apparence de ces parasites. Les cryptosporidies sont très petites, ovoïdes, et leur paroi est lisse. Les amibes sont souvent enquistées, mais les kystes sont plus gros que les cryptosporidies. Les ciliés sont de grosseur similaire aux amibes et peuvent aussi être enquistés. Les kystes sont allongés. Souvent, on peut voir les cils battre. Les flagellés sont fréquents et nagent typiquement de façon spiralée dans une direction donnée. Les champignons sont parfois présents dans le frottis fécal. On peut voir des ifs, comme sur cette photo. Des pseudo-ifs de levure peuvent aussi être vus. Et des levures en bourgeonnement peuvent être trouvées. En général, les champignons dans les selles sont des contaminants environnementaux à ne pas méprendre pour un pathogène. La seconde méthode est la flottaison fécale. Le même spécimen de sel que pour le frottis direct peut être utilisé. Dans cet exemple, un système de flottaison commercial pour usage à la maison est démontré, mais plusieurs autres systèmes sont disponibles. Avec ce système-ci, on place la tour par-dessus le spécimen fécal en s'assurant que le fond de la tour est étanche. On ajoute un peu de solution de flottaison de façon à remplir la tour jusqu'au quart. On mélange bien. On insère le filtre qui aidera à séparer les parasites et les œufs de parasites des débris fécaux. On remplit alors la tour de façon à ce que la solution soit juste sur le bord de déborder.
On place une lamelle sur le ménisque inverse au sommet de la tour. On laisse reposer de 10 à 20 minutes. On retire la lamelle et on la dépose sur la lame de microscope propre. On examine avec un microscope standard sous un objectif de 10 ou 20. La lame est illuminée de par-dessous, ce qui nous permet de voir les structures internes, la paroi et son épaisseur, et là où les opercules, si présents. La flottaison permet de déceler les œufs qui flottent, et on peut aussi voir des débris environnementaux ou des débris de nourriture. Les œufs de trématodes et de quelques autres parasites sont parfois vus, mais il est préférable d'avoir recours à la sédimentation pour ces parasites. Les bactéries et quelques protozoaires sont aussi parfois présents, mais le frottis direct est préférable pour ces organismes. Les mythes et les œufs de mythes sont souvent présentes dans les selles d'amphibiens. Une apparence inégale des parois de ces œufs est souvent appréciable. Ce sont habituellement des contaminants environnementaux et non pas de réels parasites. Les œufs de trématodes ou douves sont occasionnellement présents, mais ces œufs sont denses et pesants et souvent ne flottent pas. Si une infection est suspectée, il est mieux de recourir à la sédimentation. On peut trouver plus de détails sur la sédimentation dans les références en fin de présentation. Les œufs de strongle sont parfois vus, ils varient en grosseur et sont habituellement embryonnés. Les œufs de Strongyloides et Rhabdias sont souvent présents. Des œufs larvés sont typiques et des larves écloses sont parfois vues lors de flottaison. Occasionnellement, la larve bouge dans l'œuf. Des oocystes de coccidie peuvent être présents. Des œufs de Capillaria sont caractérisés par des opercules aux deux extrémités. D'autres structures sont souvent aperçues et doivent être reconnues comme étant des contaminants ou débris d'insectes. Des larves d'insectes. Des œufs d'oxyure. Ceux-ci sont des parasites de rongeurs et sont présents lorsque des rongeurs sont offerts à des amphibiens. Cette image nous permet de comparer la grosseur des différents parasites. On voit ici un amibe enquisté comparé à un œuf de strongle. Et voici un œuf d'ascaris comparé à celui de Capillaria. L'examen des lames permet une estimation du fardeau parasitaire. Cette échelle n'est qu'un exemple utilisé à notre institution. Il faut se rappeler que ces tests sont peu sensibles et ne détectent que les parasites qui pondent et passent leurs œufs dans les selles. La ponte peut être irrégulière et donc le fardeau peut être plus lourd que notre examen le suggère. Mais même un fardeau parasitaire léger peut compromettre la santé des animaux immunocompromis, stressés, récemment capturés ou transportés, ou maintenus dans des conditions insalubres ou sous une régie déficiente. Les signes cliniques de parasitose sont souvent vagues et peuvent inclure ceux énumérés ici. Un fardeau parasitaire élevé est un problème de groupe, bien que certains individus à même le groupe soient plus susceptibles que les autres. Le traitement des parasitoses est souvent basé sur le cycle de vie du parasite. Plusieurs parasites ont un cycle de 2 semaines, et donc on traite une fois et on répète 2 semaines plus tard dans plusieurs protocoles. Il faut souvent aussi améliorer les conditions environnementales et la régie. Les enclos équipés avec un faux fond permettent l'évacuation des œufs de parasites et sont donc utiles à cette fin. Des médicaments sont aussi disponibles pour traiter les parasitoses. Ce diagramme illustre le cycle de vie de Rhabdias. Le parasite adulte réside dans les poumons et cause des dommages pulmonaires. Les œufs pondus dans les poumons sont toussés et ingérés, puis passés dans les selles. Ces œufs larvés éclosent dans l'environnement et les larves pénètrent la peau de l'amphibien. Elles migrent vers les poumons où elles maturent et recommencent le cycle. Le cycle peut durer de 2 jours à 2 semaines. Vous comprenez donc que si l'environnement est nettoyé régulièrement, les larves n'auront pas l'occasion de réinfester les amphibiens, si bien que l'impact général du parasite devient moindre, et ce, sans l'apport de médicaments. Toutefois, la régie ne peut adresser le contrôle de tous les parasites et il est souvent nécessaire de traiter. La quarantaine est idéale pour le traitement,
car les animaux sont habituellement hébergés dans des enclos relativement simples. Pour les parasites à cycle de vie direct, comme Rhabdias, changer les animaux d'enclos à chaque traitement réduira les risques de réinfestation. Si un nouveau traitement est utilisé ou un médicament est utilisé chez une nouvelle espèce, on traite quelques individus avant de traiter le groupe. Il existe assez de variations parmi les espèces amphibiennes qu'il arrive qu'un médicament inoffensif chez une espèce puisse être dangereux chez une autre. Les larves amphibiennes sont plus sensibles aux médicaments que les adultes. Il faut donc redoubler de prudence. Les ciliés sont généralement non pathogéniques, mais si en grand nombre, peuvent être traités avec le métronidazole ou la paromomycine. On ne traite pas les opalines. Les flagellés sont aussi des commensaux, mais peuvent être un problème si en grand nombre. Si ces flagellés sont des ectoparasites, un bain d'eau salée, le métronidazole ou le verre de malachite peuvent être efficaces. Pour les flagellés intestinaux, le métronidazole est administré. Les amibes sont rarement pathogéniques, mais peuvent être traités au métronidazole. Les coccidies sont traités si en grand nombre, même s'il est difficile de complètement éliminer ce parasite. Les trématodes au cycle direct peuvent être traités au praziquantel, mais ceux au cycle indirect peuvent ne pas être traités car l'hôte intermédiaire n'est probablement pas présent dans l'environnement captif de l'animal. Les cestodes ne sont pas fréquemment rencontrés et ne peuvent être traités si enquistés. Les amphibiens sont hôtes intermédiaires de cestodes et plus rarement hôtes définitifs. Dans ce dernier cas, on peut traiter au praziquantel. Les nématodes sont le type de parasite le plus fréquent et sont les plus nocifs. Ces vers peuvent être traités avec du thimbendazole, de l'ivermectin ou du levamisole aux 14 jours. Des nématodes non parasitaires et inoffensifs sont parfois trouvés, mais ne nécessitent pas de traitement. Mais il peut être difficile de distinguer ceux-ci des espèces parasitaires et dans le doute, il est préférable de traiter. Des solutions de flottaison sont décrites ici. Des références et ressources sont énumérées ici, et des ressources additionnelles peuvent être accédées sur le site Internet Amphibian Ark. Merci de votre attention et bonne chance dans vos projets amphibiens.